Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça au Togo. Un autre éditeur qui te renvoie vers son concurrent, son collègue pour dire non, je suis éditeur, mais je voudrais plutôt que tu fasses ton livre chez lui. Et ça, c'est un cœur qu'on doit chercher. Quand tu le trouves, tu dois l'acheter. Et donc, vous allez vous joindre à moi pour rendre cet hommage à mon frère et ami Kodio Akbemele ici, pour avoir fait ce geste. Merci aussi à l'auteur pour la confiance. On a travaillé durement, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je crois que nous sommes contents du résultat. Mon grand-père s'appelle Aoudi, mais je ne connais pas le nom de son père. Mais ça fait à peine peut-être 80 ans qui nous séparent. Mais je connais le nom de Victor Hugo, parce que lui, il a écrit un livre. Donc si le père de mon grand-père aussi avait laissé une trace écrite, sûrement que son nom serait resté. Beaucoup de personnes n'imaginent pas la valeur d'un héritage comme l'écrit. C'est pour ça que nous sommes tous concentrés à laisser seulement des bâtiments, des habits, des véhicules et tout. Mais je voudrais vous dire ce soir que vous devez écrire pour exister. Sinon, 100 ans après, dans le quartier, on ne saura même pas que vous êtes passé sur terre. On a pris ce retard déjà et on dit que nous n'avons pas d'histoire parce que nous ne laissons pas assez de traces. Qui va nous rendre riches. Et il nous a très bien fait comprendre dans le que ce n'est pas du tout le cas. Et comme un auteur qui l'a cité dans l'ouvrage Kiyosaki, ce n'est pas la quantité de ressources qui rentrent dans votre banque, dans votre poche ou dans votre porte-monnaie, dans votre compte, sur votre compte bancaire qui fait votre richesse, mais c'est la quantité qui ressort et pourquoi et vers quoi et selon quelle stratégie. C'est ça en fait la clé. C'est ça. Donc ce type nous a interpellé, nous pensons que c'est une très bonne approche parce que pour un auteur et justement pour une maison d'édition, le plus gros défi c'est de trouver un titre. Et sur ce point, confidence pour confidence, je vous assure que c'est un travail de fourmi. Voilà, c'est un travail de fourmi. Donc c'est pas toujours facile de trouver un bon titre. Et sur ce point, je pense qu'il faut déjà féliciter l'auteur et la maison d'édition pour ce qui a été fait. La préface a été signée par le très respecté M. Jonas Daou, qui est très connu, qui n'est plus à présenter. Je suis président de la GED, mais lui-même entrepreneur, chef d'entreprise de renommée internationale et surtout en Afrique, on le reconnaît pour plusieurs choses qu'il a fait. Et dans la préface de M. Daou, il a fait cette liaison entre la vision, on peut dire, de notre pays en termes d'inclusion financière de toutes les classes socio-professionnelles, de toutes les couches, mais il a fait ressortir le fait que c'est essentiellement difficile d'impliquer des gens, des personnes, dans un système qui va les revaloriser si ces personnes ne comprennent pas où est-ce qu'on veut les amener. Et la clé était justement de faire amener les gens à comprendre l'essentiel qui est que l'intelligence financière doit être le socle justement de cette question-là. Pour aider les populations, les bonnes dames qui prennent des ressources au niveau des institutions de microfinance, pour les aider, il faut qu'elles puissent comprendre ce que c'est que justement l'intelligence financière pour gérer les ressources qu'elles prennent. Donc déjà cette préface était intéressante à notre avis et c'était important. Donc le tradition, remercier le directeur de la maison d'édition Aoudi qui a accepté vraiment éditer cet ouvrage-là. Et je tiens également à remercier tout le monde ici présent, les amis, les collègues, les camarades de foi. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence, pour avoir honoré cet après-midi. Les uns et les autres ont déjà parlé de l'ouvrage. Je vais inviter tout le monde à vraiment déguster cet ouvrage-là. Et c'est un plaisir pour moi. Et je pense que c'est un achèvement. C'est un projet que j'ai commencé il y a de cela des années, pour ne pas dire 3 à 4 ans. Ça a vraiment duré. Et finalement, aujourd'hui, on a
on a le produit fini que chacun peut juste apprécier. Et je remercie également le présentateur, M. Thompson. Merci beaucoup. Il a effleuré un peu la question, là où je disais, j'abordais la dernière temps de livre, je disais pourquoi est-ce que j'ai écrit cet ouvrage-là. Dans la présentation également, le modérateur a parlé un peu de mon parcours. J'aime très souvent employer le jargon militaire. En fait, je suis à la limite un enseignant sac au dos. Quand je dis enseignant sac au dos, c'est un peu comme dans l'armée, quelqu'un qui est recruté comme étant soldat de rang, qui gravit les échelons et qui finit par devenir général. Vous voyez, c'est un parcours tellement long. J'ai commencé très tôt dans l'enseignement, j'ai enseigné au collège, j'ai enseigné au lycée et j'ai enseigné également dans le supérieur. Donc, eu égard à cela, très souvent, ce que je me dis, ce qui m'a poussé en fait à vouloir rédiger cet ouvrage, c'est que au lycée, en tant qu'enseignant d'économie, je me dis, je suis enseignant d'économie, je me pose la question, j'interroge tout simplement ma légitimité. Donc, l'ouvrage là vient tout simplement d'une interrogation. Quelle est ma légitimité par rapport à ma communauté, d'où je viens? À quoi je sers en fait? Et qu'est-ce qu'un étudiant ou bien un élève qui suit mon cours d'économie, ou mon cours de microéconomie, ou encore mon cours d'équilibre partiel en économie, qu'est-ce qu'il peut retenir en fait? Moi, je refuse de croire que mes aïeux ne sont pas intelligents. Ils sont profondément intelligents. Et ce qui a fait que dans l'ouvrage, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de prendre un peu les récits. C'est vrai que je ne suis pas initié à la matière. J'ai essayé juste de prendre des récits tirés de la sagesse, d'une pratique ancestrale qui n'est rien d'autre que le IFA. Je pense que le présentateur en a parlé. Chez nous ici, on parle de FA. C'est en fait les récits, les idéogrammes du FA par exemple. À chaque idéogramme correspond un récit, ou bien disons une allégorie. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me fascine. Donc j'aime écouter ces allégories-là, ce qui fait que quand je prends une thématique, pour pouvoir aborder la thématique, je pars de l'allégorie pour revenir à l'essentiel. Pourquoi? La plupart des ouvrages qu'on a sur l'éducation financière, comment épargner, consort, c'est écrit soit par des Américains, soit par des auteurs occidentaux et consorts, ou soit par des individus qui vont citer des auteurs. On vous dira que Bill Gates a dit ceci, on dira que Elon Musk a dit ceci, on dira, disons, tous ceux-là qui sont riches aujourd'hui qu'on connaît, on dira Jeff Bezos a dit ceci. Et c'est difficile vraiment, même ces citations-là, de pouvoir de vérifier si vraiment ces citations-là viennent de ces auteurs. Donc on en trouve partout. Et moi j'ai décidé d'écrire un ouvrage qui parle beaucoup plus à celui-là qui est togolais, qui est africain, et qui connaît un peu la sagesse africaine, mais qui ne le connaît pas. Et au début de chaque chapitre, il y a ces illustrations-là. Les illustrations ne viennent pas de moi, mais ça vient d'un auteur, feu Dr Adou Mouni, qui est béninois, qui a écrit le code du vie du primitif, sagesse africaine selon IFA. C'est un ouvrage que moi-même je recommande personnellement, même si je ne suis pas auteur, je recommande personnellement à tout un chacun de nous ici. C'est un ouvrage qui ne doit pas, qui doit être dans chaque bibliothèque à la maison. Donc, dans cet ouvrage, j'ai pris les récits de l'auteur et je les ai illustrés. Donc, moi, par exemple, j'ai abordé une question très simple. Là, je vais prendre juste une illustration, une question très simple. La question de la procrastination. Le fait de remettre à demain. Bon, c'est vrai que quand on dit qu'est-ce que la procrastination, c'est facile de pouvoir définir, de pouvoir inventer des trucs. Mais qu'est-ce qui peut parler beaucoup plus aux jeunes Togolais ou bien à l'Africain? Et moi, j'ai pris juste un récit de ma communauté. Je suis de la communauté Baie. Et dans ma communauté, on a un oiseau qu'on appelle la tourterelle. Et la tourterelle, c'est un totem chez nous. C'est notre totem, en fait. Et depuis le bas âge, on nous raconte que la tourterelle, en fait, c'est un oiseau vraiment paresseux. La tourterelle n'aime jamais faire son nid. Vous pouvez le remarquer vous-même. Et quand la tourterelle fait son nid, c'est juste pour prendre des œufs et faire des oisillons. Et une fois que ces oisillons sont en mesure de pouvoir voler, la tourterelle reprend sa vie de pèlerin. Donc,
Vous allez voir la tourterelle dormir dans les arbres, vous allez voir la tourterelle partout, mais des fois ils empointent même des nids d'autres oiseaux. Et quand il pleut, quand la tourterelle est mouillée, la légende dit quand la tourterelle est mouillée, vous allez voir quand il pleut très souvent, et que la pluie, dès que la pluie va essayer de, s'estompe un peu, le seul oiseau qui chante très souvent dans nos maisons, si vous faites la remarque, c'est la tourterelle. Et les aïeux disent qu'en fait, que ce qu'il est en train de dire, c'est que la tourterelle est en train de dire qu'une fois que la pluie va cesser, elle va construire son nid. Parce que les aïeux nous disaient très souvent, on nous racontait. Et quand la pluie finit, la tourterelle reprend sa vie de pèlerin. Et ce n'est qu'au moment de la pluie que la tourterelle s'en rend compte qu'en fait, il faut produire sa maison ou bien son nid. C'est ça un exemple typique de ce qu'on appelle la procrastination. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin pour expliquer à un jeune Africain ou bien à un jeune frère ce que c'est que la procrastination. Donc c'est ces éléments-là que je me suis inspiré pour pouvoir édifier les uns et les autres. Et toujours dans la droite ligne de ces trouvailles-là, qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Nous avons essayé de voir si vraiment les questions d'éducation financière sont essentielles. Moi-même, je l'ai dit, je n'ai jamais eu d'enseignement par rapport à l'éducation financière jusqu'à ce que je n'ai mon bac. Et ce n'est que lorsque je suis arrivé chez un oncle que j'ai eu ces bases-là. Donc la plupart d'entre nous, étant également acteurs et auteurs, acteurs et plus un produit du système éducatif togolais, je pense que ça manque un peu ces questions d'éducation financière qu'il faut insérer dès la base aux jeunes, puisque selon moi, une bonne éducation financière vaut mieux qu'un bon diplôme. C'est ça la logique qui est derrière. Donc on a essayé d'envoyer un questionnaire en ligne, si vous voyez bien ce qu'on a mis, ce qui s'affiche. L'idée c'est de voir, c'est de tâter un peu le pouls des uns des autres sur les questions d'éducation financière. Et ce questionnaire a été rempli, c'était parmi vous ici ont également participé pour pouvoir remplir ce questionnaire-là. Et nous avons posé une série de questions que je vais vraiment vous effleurer rapidement, qui parle en fait, c'est un sujet qui est d'actualité et c'est un sujet vraiment que les uns et les autres ont besoin, peu importe notre âge. Peu importe notre âge, je pense qu'on a vraiment besoin de ces questions d'éducation financière, parce que j'ai un grand frère qui dit très souvent, il est ici présent, je suis sûr qu'il va se reconnaître. Si tu ne sais pas faire, à la limite, dans tes vieux jours, tu ne peux montrer que tes photos. C'est juste des photos que tu peux montrer, voilà ce que j'ai accompli. Donc c'est une image qui me reste vraiment en tête. Je tiens à vous remercier, M. Blaise Agozo, qui se connaît. Je pense que ça vient de vous. Tu ne peux montrer que tes photos pendant tes vieux jours. Donc je pense qu'en suivant cette dédicace ici, nous n'allons pas vous montrer nos photos à nos vieux jours. Donc ça c'est un peu le questionnaire, ce qu'on a essayé de faire. C'est une enquête d'opinion et qui a recueilli la participation de 202 individus. 202, ce n'est pas un échantillon de taille, mais on peut également améliorer. D'autres personnes peuvent, le questionnaire est toujours en ligne, on peut également toujours essayer d'améliorer. Donc pour suivre rapidement, notre échantillon, ce qu'on a essayé de voir, on a vu qu'en fait c'est un échantillon qui est composé de près de 70% de jeunes compris entre 18 et 34 ans. Donc cela veut dire que c'est un échantillon composé de jeunes à qui vraiment la question là est vraiment importante. Également c'est essentiellement des jeunes et des jeunes qui sont des célibataires à plus de 60%. Et ces jeunes-là sont plus ou moins des salariés. La plupart sont des salariés, des entrepreneurs et d'autres qui sont en quête d'emploi, qui sont plus ou moins des chômeurs, qui ont également essayé de se prêter à l'exercice. Et quant à la question de savoir s'ils ont bénéficié d'un enseignement sur l'éducation financière, plus de la moitié ont répondu qu'ils n'ont pas eu dans leur parcours des enseignements sur l'éducation financière. Et quand nous posons la question, par exemple, une question très simple, on a essayé de demander aux individus s'ils souffrent d'insomnie lorsqu'ils n'ont pas d'argent. Est-ce que lorsqu'ils n'ont pas d'argent, est-ce qu'ils n'arrivent pas à dormir? Et vous voyez ici les réponses qui s'affichent, en fait. Et cet état d'esprit, c'est ce qu'on appelle, qui est développé également dans le livre, c'est ce qu'on appelle le stress financier. C'est le stress financier quand vous n'avez pas d'argent, qui fait que vous n'allez pas dormir. Et nous avons également essayé de demander si les gens ont des difficultés, s'ils peuvent avoir des difficultés
de pouvoir remplir leurs obligations s'il y a un retard par rapport à le salaire. C'est-à-dire que si le salaire ne tombe pas au plus le 25 ou bien le 28 et que ça va jusqu'au 5, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de soucis dans beaucoup de foyers. Et la réponse, c'est ce qu'on a ici. Et après, on essaie également de demander aux individus s'ils manquent vraiment de l'argent avant la fin du mois, compte tenu du salaire qu'ils ont. La plupart ont répondu qu'ils manquent très souvent d'argent avant la fin du mois. On a essayé également de demander aux individus est-ce qu'ils ont une idée sur combien et dans quoi ils dépensent leur argent. La plupart ont répondu oui. Mais cela contraste un peu avec ici, où on leur demande s'ils arrivent vraiment à se réaliser pleinement. Donc, quant à la question de savoir si vraiment ces individus arrivent à se réaliser pleinement, la plupart ont répondu qu'ils n'arrivent pas à se réaliser avec le peu de salaire qu'ils ont, avec le salaire qu'ils ont. Et si on leur a demandé également, parce que le but de l'ouvrage, c'est de savoir gérer les revenus, mais l'idée, c'est de ne pas devenir des ratés, non. On peut bien gérer ses revenus et en même temps se faire plaisir. C'est ça l'idée qui est derrière. Et quand on leur demande s'ils ont des difficultés à vraiment se faire plaisir, ils ont répondu également qu'ils ont vraiment des difficultés. Je pense que ce sont 8% des répondants qui ont répondu à cette question. On a posé également une question très simple. Si on compare le bilan de l'année passée, est-ce que ce bilan est positif ou bien négatif? Plus de la moitié ont répondu que le bilan est négatif. Et également, ici, c'est de voir si vraiment, si vous avez de l'argent ou bien vous avez votre revenu, votre salaire, est-ce que vous savez comment est-ce que vous allez les dépenser? La plupart ont dit non. Je dépense ce que j'ai. Et quand quelqu'un dit qu'il dépense ce qu'il a, ça veut dire qu'il ne budgétise pas vraiment ses revenus ou bien ses dépenses. Et c'est ce qu'il emporte ici. On a demandé à la fin du mois, est-ce que vous êtes capable, et cette question va à tout le monde ici présent, est-ce qu'à la fin du mois, est-ce que vous êtes capable de pouvoir définir le montant exact de vos dépenses? C'était on ne dit pas vraiment, très souvent c'est pas vraiment, et vous voyez les réponses qui s'affichent ici. Donc c'est une invite en fait à vraiment faire cet effort-là de pouvoir connaître en fait nos dépenses. Le montant des charges ici également, non. Certains disent qu'approximativement ils connaissent leurs charges. On a mis tout ça en diagramme en secteur pour qu'on puisse voir en fait les fréquences. Et quand on demande s'ils ont un budget, vraiment, si on demande aux individus s'ils ont un budget pour investir dans un projet quelconque, la plupart ont dit je le ferai plus tard. Et c'est une illustration typique de ce qu'on appelle la procrastination. Et on a demandé également, est-ce que vous avez un budget pour vous former? La plupart ont dit, je le ferai plus tard. C'est également une illustration de la procrastination parce que ce qu'on a développé également dans le livre, on est devient riche quand il y a des actifs. Et le meilleur actif, selon moi, le meilleur actif, c'est la connaissance. Donc, si vous ne vous formez pas, vous n'aurez pas cette connaissance-là. On a posé une question très simple ici, avec les francs, un taux d'intérêt de 2%. Après 5 ans, combien vous aurez? Et vous voyez si bien que beaucoup de personnes ici ont répondu à la question, exactement 1100 francs. D'autres ont dit, qu'ils ne savent pas, et d'autres ont dit qu'ils auront plus de 1100 francs. En fait, c'est de voir, par exemple, si vous épargnez, vous mettez votre argent sur un compte, si l'individu est capable de pouvoir calculer lui-même ses propres intérêts. C'est ça la question. On a demandé également, ici on a abordé les questions d'inflation. Donc si vous avez par exemple un taux d'épargne, bien un compte d'épargne qui est rémunéré à 1% et que dans le pays on a un taux d'inflation de 2%, quelle serait la valeur de votre actif un an après? Beaucoup ne savent pas qu'en fait l'épargne grignote, l'inflation grignote notre épargne. Et voici les réponses que les uns et les autres ont données. Et ici, c'est une question très intéressante. On a demandé, quand vous allez au marché ou dans une boutique, comment est-ce que vous arrivez à dépenser? La plupart ont répondu qu'ils ont une liste d'achat. Certains ont dit qu'ils ne savent pas comment là. Ils disent qu'ils se font plaisir. Et certains disent qu'ils dépensent plus que leur prévision. Je pense que c'est 21%. Mais la plupart qui ont répondu, les questions là, c'est pour pouvoir inciter le répondant
La plupart qui ont dit qu'ils ont eu une liste d'achat, on a compris plus tard avec la question qui est revenue qu'il y a un biais. En fait, ici, l'idée derrière, qui est abordée également dans le livre, c'est les questions d'achat impulsif. Les achats impulsifs, c'est-à-dire un achat qui n'a pas été programmé. Vous sortez d'un supermarché, vous allez dans une station-service, voilà, on vous approche, on vous montre tel produit, on vous dit c'est bon, et le vendeur est tellement gentil, et en fin de compte, vous essayez de payer l'ouvrage, et comment payer l'objet, mais vous n'avez pas fait un programme par rapport à l'objet. Et en Afrique, ou bien disons plus particulièrement nos femmes ou bien nos mamans et nos soeurs sont des experts en question d'achat impulsif. On connaît des femmes qui sont allées au magasin et qui ont payé même d'avoir de l'argent de transport et qui reviennent à la maison pour payer. Vous voyez un peu. Donc c'est ça, ces questions d'achat impulsif où je pense que tous les achats que nous devons effectuer, que ces achats-là, qu'on soit intentionnels en fait avec nos dépenses. C'est ça la question qui est abordée derrière. Ici, la dernière question, qui est très importante, et on a dit tout simplement, quand vous achetez une nouvelle chemise, un pantalon, une robe, une chaussure, un sac, bien un portable, comment est-ce que vous essayez de manager cela? Ici, 23% ont répondu qu'ils ont envie de payer d'autres articles qui peuvent s'accommoder avec l'article qu'ils ont payé. Je suppose que vous avez payé un an, vous avez payé, ils ont eu une chaussure bleue. Cela veut dire que vous voulez payer la cravate qui va avec, la veste qui va avec, pour s'accommoder, peut-être pour un événement spécial. Et cette question-là, ça me tient vraiment à cœur. C'est ce qu'on explique, qu'on expliquait également dans l'ouvrage, c'est ce qu'on appelle l'effet Diderot. L'effet Diderot, en fait, tout le monde connaît Diderot, le père de l'encyclopédie, le français. Il a également écrit quelque chose, un ouvrage là-dessus. En fait, Diderot s'est procuré un tableau avec une couleur, c'est écrit également dans l'ouvrage, et il s'est rendu compte que dans son salon, le tableau ne mariait pas avec les couleurs. Et il était obligé de changer comment l'appelle-t-on, tout ce qui était dans son salon. Donc c'est pour dire qu'en fait, l'effet Diderot, c'est pour dire qu'il y a des achats que nous effectuons, et ces achats-là déclinent, c'est-à-dire que mettent en branle tout un processus d'achat. Vous payez un bien qui va vous inciter maintenant à payer d'autres types de biens. Vous payez un nouveau portable par exemple, et c'est là que vous allez savoir que ce portable-là, il faut que je paye des habillages, il faut que je paye l'écouteur, c'est-à-dire un premier achat qui va engendrer tout un cycle d'achat par après. Et c'est ça l'effet Diderot. Et c'est tellement subtil qu'on n'arrive même pas à s'en percevoir par rapport à la question. Et c'est ce qui vraiment ruine nos vies aujourd'hui dans la société de consommation dans laquelle nous sommes. Donc bref, ce sont ces éléments-là que j'ai voulu partager dans l'ouvrage et ce sont sur ces questions-là que je me suis penché et je pense que vous allez apprécier. Merci beaucoup. Et le comprendre. C'est une question de chaque jour. Alors, on a parlé d'édition, je me suis dit, l'ouvrage là, il serait la Bible de tout le monde, la Bible pour tout Togolais. Un ouvrage qu'on va enseigner dans le milieu éducatif. Et pour lui donner la force là, je me dis, Aoudi ferait l'affaire. Donc on va voir avec Eka, pour parler un peu des contours. Donc, je l'ai connecté à Eka et aujourd'hui, nous sommes là. Je suppose que c'est une très bonne chose. Alors, docteur, félicitations pour cet ouvrage-là. Ma question, elle est simple. Alors, on dit, les écrivains n'arrêtent jamais d'écrire. Après ce premier livre, est-ce qu'il y a déjà d'autres idées qui foisonnent, qui peut-être vous mettront un peu hors de votre zone de confort? On parlera économie peut-être autrement, ou bien on va romancer. Il y a un autre aspect de questions sociétales qu'on va peut-être aborder dans un deuxième livre. Donc voilà un peu ma question pour commencer. Merci. La première que je voulais poser en venant, c'est quel est le mystère derrière cet ouvrage? Je crois que vous avez déjà répondu, mais je voudrais vous gratter davantage pour savoir si on veut percer un mystère derrière cet ouvrage. Qu'est-ce que fondamentalement il faudra y retenir. Deuxième chose, voilà,
L'éducation financière, c'est ça qui nous a manqué. C'est ça qui nous manque encore. On nous donne l'opportunité de faire nos premiers pas dans l'éducation financière. Maintenant, nous sommes aussi en Afrique, n'est-ce pas? Et en Afrique, quand ça va pour toi, quand il y a un de mes patrons qui me disait, un enfant en Afrique n'appartient pas qu'à papa et maman. Alors, dans tout ce que vous préconisez, la gestion sérieuse et rigoureuse des revenus, quelle est la part du don? Le don, quelle est la part du don? Parce que nous savons aussi que spirituellement, le don est essentiel. Je vous remercie. Lorsque vous voulez faire une dépense, vous ramenez cette dépense-là à 1% de la somme de vos revenus par année. Et si ça atteint ou dépasse 1%, vous devez vous poser des questions. Et moi, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus tranché. Quand on dit si ça dépasse 1%, ne faites pas cette dépense-là. Voilà, si c'est comme ça, je m'aurais beaucoup plus, ou bien je me serais beaucoup plus vu dans la logique. Alors, dans ce sens où nous sommes dans une communauté où l'Africain, il n'est pas matériellement riche, mais il n'est pas pour autant le plus malheureux de tout le monde sur la terre. Ça, c'est l'idée qu'on a derrière notre vie de tous les jours, mais les réalités nous prouvent autre chose carrément. On n'est pas matériellement riche, mais on vit bien, content. Quelqu'un qui, par exemple, lorsque on ramène ses revenus, si nous ne confondons pas, bien sûr, revenu avec salaire. Sur le revenu, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans, y compris le salaire. Je me retrouve à 20 millions comme revenu par an. Alors, je veux acheter quelque chose pour me faire plaisir et je vois que ça fait quoi? Ça fait 200 000 francs. Donc, pour quelqu'un qui a 20 millions, est-ce que je vais me poser la question de savoir si je dépense pour 200 000 pour me faire plaisir? Pourquoi est-ce que j'amasse de la richesse alors, si je ne peux pas en profiter? Donc, ce sont des questions que je me pose. Heureusement que l'auteur est devant nous. Il aura le micro tout à l'heure pour nous éclairer. Merci. Ça ne doit pas se raconter par des non-togolais, mais l'économie togolaise ne raconte pas des togolais. Des spécialistes de l'économie togolaise qui sont des togolais. Cette approche et cette manière de voir la chose, d'aucuns diront que c'est patriotique, mais ce serait plus intéressant. Et sans vraiment aller plus loin, le titre du second ouvrage qui est déjà en gestation avec un collègue, malheureusement qui n'est pas ici, c'est Autopsie de l'économie togolaise. C'est ça le vrai mot, autopsie de l'économie togolaise. Et on espère également que cet ouvrage va également paraître. Donc c'est tellement, je pense que c'est pratiquement à terme cette grossesse cycle. Merci beaucoup. Et la seconde question, le plus important, c'est comment gérer le peu que nous avons. Donc c'est ce que je me suis appesanti à faire dans l'ouvrage. Je n'ai pas tellement abordé l'aspect comment gagner l'argent. Je n'ai pas voulu m'aventurer sur ce terrain-là. Parce que je pense que je ne suis pas le mieux loti pour aller sur ce terrain-là. Je n'ai pas abordé cette question. Mais néanmoins, vers la fin de l'ouvrage, j'ai abordé quelques questions sur les idées, les projets, les idées, les secteurs dans lesquels on peut investir au Togo, les secteurs porteurs de l'économie togolaise. J'ai abordé l'agriculture, le digital, j'ai abordé plein de... Pour le moment, je crois qu'on doit encore grandir. Nos pays ne sont pas assez grands, assez adultes pour faire les choses eux-mêmes. Tout ce qu'on fait pour le moment, c'est calquer sur ce qu'on a appris de ceux qui ont commencé à nous tracer pour faire de nous des pays. C'est-à-dire il faut peut-être 100 ans après pour que des gens arrivent ou commencent à dire bon, maintenant, on est assez grand nous-mêmes, on va se demander de quoi avons-nous besoin dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut laisser tomber pour le moment, pour les spécialistes. Donc, quand on serait un peu plus grand, sinon, je connais un oncle, mon oncle, qui m'a beaucoup aidé. En 1977, où moi je naissais, il a déjà fait l'École nationale d'administration à Paris.
mais aujourd'hui, il est à pied. C'est-à-dire que déjà en 84, quand il avait acheté Dachshund là, je connais beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas la voiture, mais il avait acheté un C4 Toyota en 84. C'est pour dire que tout ce qui est patience, c'est mais aujourd'hui, je m'étonne qu'il n'a même pas, c'est pas une petite voiture pour. Donc, c'est pour dire que ça, déjà, ceci, enseigner à l'école, c'est qu'on a économisé des millions, des milliards. Mais qui peut comprendre ça et qui a le pouvoir pour faire ça? C'est comme ceux qui ont de bonnes idées sont d'un côté, ceux qui ne sont pas très inspirés, c'est eux qui conduisent ceux qui ont de bonnes idées. Donc finalement, il y a des choses que nous pensons que ça peut se faire facilement, ça peut marcher, mais peut-être c'est parce qu'on est ici qu'on réfléchit comme ça, qu'on passera là où il faut décider. Les idées changent. Donc, sinon, moi aussi, je pense que ça a besoin d'être enseigné. Même au primaire, déjà, on explique que quand l'argent va venir, il ne faut pas trembler, faire comme ça, comme ça. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore ce pouvoir, mais ça va venir. Merci. Je suis de ceux qui aussi travaillent beaucoup dans la question de associative ou bien en intervention en développement. Et je pense que nous avons cette responsabilité d'initier beaucoup d'activités autour de nous, que ce soit informel ou pas, et grâce auxquelles nous divulguons, nous disséminons ce genre d'idées. Et comme on le sait, lorsque nous voulons garder quelque chose de précieux, il suffit de le transmettre aux enfants, parce qu'ils deviendront cela. Et donc, déjà, nous qui sommes parents ici, nous qui sommes jeunes, nous qui sommes parents, tout le monde, en nous appropriant le contenu de cet ouvrage et en faisant des habitudes de vie dans la maison, nous participons à atteindre cet objectif-là. Parce que la finalité de l'enseignement scolaire, c'est que nous transformions les habitudes des populations. Donc du coup, si nous intégrons cela à la maison, comme on l'a évoqué, que l'auteur l'a dit, les petites tontines, tout ça, et si on intègre ça à la maison, les enfants vont acquérir une certaine des habitudes. Donc nous sommes aussi tous membres de petites associations, je crois. Et à travers ces organisations, on peut intervenir, faire quelque chose. Donc nous sommes de ceux qui pensons que il ne faut pas attendre que les conditions soient réunies. Il faut commencer à agir à travers nous. Et l'auteur a fait sa part, l'éditeur a fait sa part. Quelle sera notre part, notre contribution dans ce sens-là? Peut-être que les montagnes bougeront si nous faisons quelque chose. Je pense que pour parler sous le contrôle de l'éditeur, certaines œuvres togolaises sont déjà au programme. Il y en a, je pense, cette année, on a tiré un poème ou bien quelque chose comme ça, qui a servi, voilà, pour les examens. Donc nous sommes sur une bonne voie. Et comme vous l'avez dit, il y a des choses qu'il faut faire bouger, mais le cœur doit y être. Et la part que nous pouvons apporter, commençons à apporter ça autour de nous. La deuxième contribution, c'est dire que l'auteur a fait des partages en termes de comment gagner de l'argent aussi. Peut-être qu'il est modeste sur ce point-là, mais en réalité, dans l'ouvrage, il a fait comprendre aussi que, par exemple, à travers l'achat des actions, ou bien les bourses et tout ça, c'est des mécanismes qui permettent aujourd'hui de se préparer à un avenir serein. Il m'est arrivé d'avoir eu ce conseil d'être parti m'informer à la SGI. Voilà, pour savoir comment ça fonctionne, si tu veux acheter des actions, des obligations, tout ça. Vous en avez parlé. Donc, tout cela est contenu dans l'ouvrage. Et comme on le disait, il fallait donner une approche, mais il ne faut pas qu'on dise tout. Allons prendre et découvrons et disons, waouh, c'est extraordinaire. Comment il a pu penser à tout ça? Comment il a dit tout ça en un ouvrage de à peine 193 pages, mais si condensé, rempli de tant d'informations. C'est à cela que nous voulons nous inviter. Et je vais terminer en disant que nous ne sommes pas l'Afrique n'est pas un continent sans écriture. J'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord là-dessus aussi. Si aujourd'hui l'auteur écrit ce livre, il ne fait que reconnecter à une ancienne tradition que nous avons. L'Afrique a toujours été une culture
de l'écriture et de l'oralité. Nous ne sommes pas une tradition de l'oralité. Nous sommes une culture de l'écriture et de l'oralité. Le faille de l'écriture. Nous avons initié l'écriture, s'il vous plaît. Et toutes les sociétés africaines, sociétés initiatiques, sociétés secrètes ont de l'écriture. Si nous faisons une recherche sur les systèmes d'écriture qui existent en Afrique, vous serez étonnés du nombre et de leur complexité et de leur raffinement. En réalité, le challenge, c'est qu'il y a eu une rupture à un moment donné. C'est tout. Et donc, écrire aujourd'hui pour les Africains, ce n'est que connecté à une tradition, à une culture que nous avons. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ressentent le besoin d'écrire. Si on faisait un petit genre de demandant, qui sont ici tentés, qui ont un désir d'écrire ici? Voilà, les mains commencent à se lever. Beaucoup ont envie d'écrire, et beaucoup écrivent d'ailleurs. Donc, nous allons demander d'approcher les maisons d'édition afin que tout ce que nous produisons puisse sortir. Habituons nos enfants à écrire. Habituons nos enfants à écrire. Lisons-leur des choses. Donc, merci encore. C'était la petite contribution qu'on pouvait faire. Ma question est celle-ci. Nous remarquons tous que les entreprises africaines ne durent pas. Est-ce que cela est dû à un manque d'éducation financière ou à un manque d'intelligence financière ou à quoi? Peut-être vous, en tant qu'économiste, en écrivant cela, vous avez essayé de faire des analyses et réfléchir un peu là-dessus. Alors, je reviens à dire à l'auteur, je suis son oncle, il m'a caché beaucoup de choses. On se voit presque tous les jours. Il m'a jamais dit qu'il écrit, mais je lui adresse encore toutes mes félicitations. Il y a déjà des intervenants qui connaissent sa valeur, sa force de frappe. La question posée est-il qu'on attend encore un nouveau bébé dans quelques jours? Je souhaite que déjà au premier trimestre 2023 nous apporte ce bébé. Merci. Là, vous n'avez pas besoin de vous m'offrir, de vous précipiter. Vous n'avez pas besoin de porte-monnaie magique, mais la richesse que vous voulez construire, vous pouvez la construire de manière méthodique. Et il faut passer par la souffrance. Quand nous prenons l'eau, on nous a tous appris que l'eau bout à 100 degrés Celsius. C'est ce qu'on a appris à l'école. Même si vous avez fait le cours primaire, on dira que l'eau ne bout qu'à 100 degrés Celsius. Mais avant qu'on ne voit des bulles, avant que l'eau ne bout, il faut que l'eau passe de 1 degré à 2, à 3, à 37, jusqu'à 99, avant qu'on aille à 100 degrés. Et là, on voit l'eau qui bout en fait. Donc c'est pour dire qu'en fait, ce sont des étapes dans la vie. Pour réussir, il y a des étapes dans la vie. Et ce sont ces étapes-là, nous devons vraiment affronter ces étapes-là. Sinon, nous aurons des problèmes. Donc c'est ça. Et une autre question qui a été également posée, c'est par rapport aux entreprises togolaises. Pourquoi les entreprises togolaises ne durent pas? Moi, j'ai essayé, en fait, c'est une proposition, l'ouvrage que nous donnons, c'est une proposition, c'est une invite, en fait, à la réflexion. Il y a un aspect que nous avons abordé également dans le document, c'est le fait de mettre la différence entre ce que c'est que le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et le bénéfice. La plupart de nos entreprises meurent parce que nous confondons le chiffre d'affaires au bénéfice, à la valeur ajoutée et au bénéfice. Vous allez voir au moment qu'ils démarrent bien leur activité. Peut-être je prends une mère qui vend du charbon, mais tout premier mois, il a des centaines de sacs de charbon. Il vend pour 50 000. Elle pense que les 50 000 lui appartiennent. C'est là qu'elle va payer des pailles. On dit qu'il y a un funérail, il va payer ces pailles-là, il va payer des sacs. Et en fin de compte, le fonds commercial s'érode ainsi. Et au bout de 2, 3 mois, 6 mois, si vous y allez, vous allez retrouver ne serait-ce que 5-10 sacs en fait. Cela veut dire que notre soeur et notre maman a confondu ce que c'est que le chiffre d'affaires, ce que c'est que la valeur ajoutée et ce que c'est que le bénéfice. Donc ce sont ces 3 éléments-là qui font que très souvent nos entreprises togolaises meurent. Nous confondons les fonds de l'entreprise à nos poches, très souvent. Donc j'ai également abordé ces éléments-là avec un exemple très simple dans l'ouvrage.
il y a une question qui était restée en suspens aussi, c'est le mystère qui est derrière l'ouvrage. Une des réponses, une des contributions qui me permet, moi, pour ma petite part, de faire un apport là-dessus, c'est que l'auteur l'a dit quelque part, c'est qu'il a eu un déclic à un moment donné, quand il s'est confronté à la question de savoir à quoi il servait en tant que technicien de l'économie. Maintenant, nous, en lisant le livre, je parle de nous en tant que lecteur, tout lecteur en lisant ce livre a l'impression qu'il lit un livre sur l'éducation ou bien l'intelligence financière, mais au bout du compte, quand vous finissez de lire un livre, il y a toujours une impression qui vous reste. Je pense qu'on vit tout ça. Vous prenez un livre, vous le lisez, à un moment donné, vous arrêtez, vous faites ça. C'est comme si votre esprit s'en va. Vous réfléchissez profondément. Il y a une impression forte qui vous reste. Quelle impression forte qui reste quand on parcourt ce livre? C'est quand vous naît un déclic à votre tour. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi est-ce que ma situation financière est ça? C'est comme si en fait il crée une révolte en vous. Il crée un questionnement en vous. Il crée beaucoup de bouleversements en vous sans que vous ne vous y attendiez. Certes, il a proposé beaucoup de pistes, mais après vous laissez ça et il y a des réflexions qui viennent. Et c'est justement à partir de ces réflexions qu'après vous reprendrez le livre et que vous voudrez mettre en pratique tout ce qui a été recommandé. C'est ça le mystère derrière un ouvrage. Et un ouvrage d'ailleurs qui suscite de la discussion, nous allons éviter le terme polémique, qui suscite de la discussion est un bon livre. Un livre qui passe sans susciter de discussion ne m'intéresse pas. Il n'y a pas quelque chose. Mais un livre qui suscite de la discussion est un bon livre. Donc, très humblement, nous allons dire que l'auteur n'a pas répété des théories en matière économique. Il est en train de créer un précédent. Je ne joue pas au rôle de l'avocat, non, non. Là, je parle en tant que formateur, en tant que coach. Il est en train de créer un précédent. Les grandes familles que nous connaissons, Rockefeller et tout ça, ce cas-là a été initié par le grand-père qui, à un moment donné, a mis sur lui d'avoir une méthode de gestion rigoureuse de son argent. Il était jeune. Jusqu'à ce que ce qu'il donnait à l'église, il le notait. Ce document est resté. Et vous savez qu'aux États-Unis, en Europe, dans les grandes familles juives, ils ont toujours ces documents qui sont transmis de génération en génération. Et dans ce document, il a noté tout ce qu'il avait comme dépenses. Je vois une parenthèse pour dire que nos sœurs, nos mères, nos femmes seront d'une bonne aide dans cette réalisation de ce président dont je parle. Parce que ce monsieur, sa femme était à ses côtés pour noter toutes les dépenses. Et quand ils se rencontraient, lorsqu'il faisait la cour à cette dame, il lui a fait la cour parce qu'ils ont eu un point commun qui est la gestion financière. Elle était droite là-dessus aussi. Donc c'était ça. Ce qui veut dire quoi? Que nous sommes en train de vivre un moment important. L'Afrique se pose des questions. Nous nous posons des questions. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de notre stagnation, de nos difficultés? Il faut commencer à lire quelque chose qui crée un déclic et ensuite on a envie de connaître plus et on ira plus loin. Donc c'est un peu ça la contribution à faire sur ce point. Sans changer pour autant son revenu, pourquoi cet ouvrage et quelles sont les grandes thématiques abordées? Merci beaucoup. En fait, dans cet ouvrage, nous avons voulu aborder la question de la richesse, qui est un sujet tabou dans la plupart de nos communautés. Tout le monde veut avoir de l'argent, tout le monde veut devenir riche, mais très souvent, nous n'apprécions pas ceux qui sont riches. Alors, devenir riche sans changer de revenu, l'idée derrière, c'est de dire qu'en fait, avec le truc que vous avez, vous pouvez réaliser socialement. La richesse, ce n'est pas dans la quantité d'argent que vous avez, mais c'est tout simplement dans la manière dont vous gérez l'argent que vous avez. Dans le processus d'acquisition de la richesse, en fait, le plus important, ce n'est pas de gagner, mais le plus important, c'est de pouvoir gérer ce qu'on a à gagner. Et donc, ce sont ces thématiques-là que nous avons abordées dans cet ouvrage-là, en nous inspirant des réalités africaines, des réalités togolaises, pour pouvoir illustrer les idées dans cet ouvrage-là.
Voilà. Dans le résumé de l'ouvrage, vous avez fait un partage de votre propre expérience. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Oui, les questions financières ou bien les questions de gestion de l'argent, dans la plupart des cas, nous ne les apprenons pas à l'école. Moi-même, personnellement, j'écris un ouvrage qui traite toujours de l'éducation financière, mais je n'ai pas acquis vraiment ces expériences-là sur le plan d'école. Et en tant que fruit du système éducatif togolais, acteur de ce système éducatif-là, j'ai jugé bon de pouvoir mettre cet ouvrage-là à la disposition des uns et des autres. Donc c'est ça l'idée qui est derrière la rédaction de cet ouvrage. Vous avez parlé également de l'effet Diderot aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect-là? L'effet Diderot, en fait, c'est le fait que un premier achat, vous faites un premier achat en tant que consommateur, et que ce premier achat-là déclenche tout un processus d'autres achats parallèles. Vous payez peut-être, je ne sais pas, un portable, et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il faut payer maintenant un nouveau kit d'écouteurs, qu'il faut payer des habillages, consort, ou payer une cravate de couleur jaune. C'est là que vous allez chercher le pantalon qui marie avec la veste, tout ça là. Donc l'effet Diderot, c'est un premier achat qui décline en fait tout un processus d'achat parallèle. Et la société de consommation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans ces sociétés de consommation, vous allez voir que nous sommes tous victimes de cet effet Diderot là. L'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens pour qu'ils soient beaucoup plus intentionnels avec leurs dépenses. Est-ce que tout le monde est appelé à être riche? Non, tout le monde n'est pas appelé. Je vais dire tout le monde est appelé à être riche. Je peux le dire ainsi. Pourquoi? La richesse, pour moi, la manière dont je la définis, c'est la richesse, c'est le fait de grandes choses avec le peu que vous avez. D'autres diront que la richesse, ce n'est pas forcément matériel et consort. Je suis parfaitement d'accord avec les uns et les autres. Tout le monde peut devenir riche, ou bien disons d'ailleurs, tout le monde est déjà riche, puisque la plus belle richesse, c'est la vie. Merci, merci. Je suis tout riche, moi-même je sais.